Eh bien, vous savez, mon point de vue est qu'à Moscou, le mot d'ordre est la gestion des attentes. Parce que bien sûr, ils ont tendance à être optimistes, et je pense que c'était une surprise, mais une très agréable surprise, que Trump soit prêt à apporter des changements aussi dramatiques dans l'approche des États-Unis envers la Russie, l'Ukraine et de nombreuses questions de sécurité européenne. Mais en même temps, nous avons l'expérience de la première administration Trump en 2016. Les attentes étaient très élevées, et la plupart de ces attentes ne se sont pas réalisées. La relation entre Moscou et Washington ne s'est pas améliorée. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous. Je suis Pascal de Neutrality Studies. Aujourd'hui, je parle avec le Dr Andrei Kortunov, le directeur général du Conseil des affaires internationales de Russie. La semaine dernière, le Dr Kortunov a publié un article court mais très intéressant en russe, qui a ensuite été traduit en anglais et publié sur la page d'accueil de Russia Today à propos de ce qu'il a appelé le grand marché. Dans cet article, le Dr Kortunov analyse le réchauffement des relations entre Washington et Moscou et se demande si les deux grandes puissances parviendront ensemble à réécrire l'histoire. C'est ce que nous voulons discuter aujourd'hui. Alors, Dr Kortunov, bienvenue. Merci. Dr Kortunov, dans votre article, vous avancez cet argument intéressant, et je pense que vous le faites à l'intention de votre public russe, à savoir, avons-nous mal compris l'Occident collectif? Pourriez-vous peut-être nous expliquer un peu, et le principal public de ce podcast ici sera anglophone et parlant des langues occidentales. Comment la Russie comprend-elle l'Occident? Et quel est votre argument sur la façon dont cela pourrait devoir être réajusté? Eh bien, permettez-moi de commencer en disant que depuis le début de cette opération militaire spéciale, il y a 3 ans, la Russie a adopté un récit assez clair et dans une certaine mesure logique sur l'Occident. La première hypothèse est que l'Occident est collectif, qu'il y a un haut degré de cohésion au sein de la communauté occidentale. Mais, au sein de cet Occident collectif, il y a des nations qui dirigent et des nations qui sont dirigées. Et si vous suivez certains des documents officiels, vous trouverez qu'il y a une distinction claire entre guillemets, l'Europe continentale d'une part et le monde anglo-saxon d'autre part. La perception est que les politiques et sentiments anti-russes sont principalement générés par et au sein du monde anglo-saxon, tandis que l'Europe continentale doit suivre le leadership anglo-saxon, peut-être même à contre-cœur, car il est clair que l'Europe continentale a plus d'intérêt à travailler avec la Russie, y compris les relations économiques, le commerce, l'investissement, l'énergie, ainsi que les relations culturelles traditionnelles et d'autres types. Pendant ce temps, les anglo-saxons peuvent se permettre le luxe d'une lutte sans compromis contre la Fédération de Russie. Et bien sûr, ce sont les forces qui auraient soutenu l'élargissement de l'OTAN et d'autres développements qui ont été préjudiciables aux intérêts de sécurité de la Russie. Aujourd'hui, ce récit est brisé parce que tout d'abord, il n'est pas clair comment nous pouvons définir le soi-disant rôle anglo-saxon. Si vous regardez les positions prises par Washington et par Londres sur les relations avec la Russie et sur le conflit russo-ukrainien, vous verrez des différences très nettes, peut-être plus que de simples différences, mais je devrais dire des contradictions entre l'administration républicaine à Washington et le gouvernement travailliste à Londres. Donc, toute l'idée des anglo-saxons, qui semblait plutôt logique il y a 1 an, est maintenant remise en question. Mais deuxièmement, et plus important encore, il n'est pas clair où les sentiments anti-russes et les politiques anti-russes sont plus cohérents et plus stables.
and more stable. Is it the Anglo-Saxon world or is it the continental? Est-ce le monde anglo-saxon ou est-ce les pays européens continentaux? Et bien sûr, ce que nous voyons aujourd'hui suggère que les États-Unis, en particulier sous l'administration Trump du moins, ne sont pas aussi engagés dans cette stratégie anti-russe très rigide et très cohérente que certaines nations européennes, y compris l'Allemagne ou la France et bien sûr le Royaume-Uni. Cela suggère donc que ce récit, qui a émergé depuis le début du conflit russo-ukrainien, doit être revu et peut-être révisé de certaines manières, car les réalités géopolitiques actuelles remettent en question ces hypothèses qui semblaient si naturelles et si logiques il y a 2 ou 3 ans. Le terme « Occident collectif », que j'ai également beaucoup utilisé dans cette émission, est en quelque sorte un terme de commodité pour décrire le système d'alliance plus large. Appelons-le le système d'alliance des États-Unis. D'une part l'OTAN, du côté européen, d'autre part, bien sûr, des pays comme le Japon et la Corée, et peut-être des partenaires comme Taïwan, et tous les pays qui ont ensuite décidé de mettre des sanctions d'une manière ou d'une autre sur la Russie. Pensez-vous maintenant que ce terme et cette idée de qui appartient ensemble doivent être fondamentalement révisés, ou le changement est-il plus une forme de gradation? Eh bien, une réponse franche à cette question est que personne ne sait. Mais ce que nous savons avec certitude, c'est que l'Occident a démontré une résilience spectaculaire en termes de cohésion au cours des 3 dernières années. Car il y avait de nombreuses prédictions selon lesquelles la cohésion de l'Occident, qui a émergé après le début de cette crise, ne durerait pas longtemps, et que nous verrions certains pays changer leur position et remettre en question la stratégie collective globale. Et en effet, il y a quelques dissidents en Europe. Regardez la Hongrie ou la Slovaquie ou d'autres nations qui ne sont pas satisfaites des politiques actuelles et qui aimeraient que ces politiques soient modifiées. Cependant, ces dissidents n'ont pas empêché l'Union européenne de passer de nouveaux paquets de sanctions contre la Russie. Et il y a seulement quelques jours, un nouveau paquet de sanctions a été annoncé, ce qui suggère que ces décisions ne peuvent pas vraiment changer l'intégrité de l'Union européenne et la cohésion de l'Occident en général. Cependant, le défi est venu d'un autre côté. Et, bien sûr, l'ironie de la situation est que ce changement est venu de Washington, qui était non seulement le leader, mais aussi le pays qui a inspiré de nombreuses décisions prises en Europe concernant la Russie. Donc, la grande question en ce moment, à mon avis, est de savoir comment ce changement très peu orthodoxe et dans une certaine mesure inattendu de la politique américaine pourrait ou non influencer les positions des autres pays occidentaux. Et cela ne concerne pas seulement les membres de l'Union européenne ou du Royaume-Uni. C'est aussi une question pour les pays, disons, d'Asie du Nord-Est. Comment le Japon pourrait-il réagir au changement des politiques américaines? Comment la Corée du Sud pourrait-elle modifier son approche envers la Russie et le conflit russo-ukrainien? Peut-on s'attendre à des ajustements de la part des pays d'Asie du Sud-Est ou de pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande? Et je pense que ces questions restent ouvertes. Nous ne savons pas. Mais il est certain que nous devons réévaluer notre compréhension de l'Occident collectif. Et l'Occident n'est pas aussi collectif qu'il l'était, disons, il y a 2 ans. C'est une très bonne observation. Et c'est quelque chose que je pense que l'Occident lui-même essaie de comprendre en ce moment. Les Européens essaient clairement de comprendre quoi faire avec leurs grands partenaires, les États-Unis. Et l'une des ironies est bien sûr que les Européens ont été poussés vers cette guerre depuis longtemps, non seulement depuis 2014,
mais aussi en 2008. C'est l'administration de George Bush qui a réussi à convaincre les Allemands et les Français, Merkel et Hollande, de suivre la promesse d'offrir à l'Ukraine l'adhésion à l'OTAN à de nombreuses reprises. Et nous n'avons toujours pas d'explication officielle sur qui a fait exploser Nord Stream. Mais la seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que ce n'était pas la Russie. Cela ne laisse donc qu'une poignée de pays qui auraient pu être impliqués dans cela. En Europe, la confusion est énorme en ce moment. En Russie, comment les cercles de politique étrangère de Moscou perçoivent-ils ces changements qui sont maintenant clairement initiés par Washington et clairement initiés par un changement de gouvernement qui a en fait le soutien majoritaire des États-Unis? Nous savons que le peuple a élu Donald Trump, qu'il veut cela, et c'est une majorité de la population américaine. Comment Moscou interprète-t-il ce changement? Eh bien, vous savez, mon point de vue est qu'à Moscou, le mot d'ordre est la gestion des attentes. Parce que bien sûr, ils ont tendance à être optimistes. Et je pense que c'est une surprise, mais une très agréable surprise, que Trump soit prêt à apporter des changements aussi dramatiques dans l'approche des États-Unis envers la Russie, l'Ukraine et de nombreuses questions de sécurité européenne. Mais en même temps, nous avons l'expérience de la première administration Trump. En 2016, les attentes étaient très élevées et la plupart de ces attentes ne se sont pas réalisées. La relation entre Moscou et Washington ne s'est pas améliorée sous Trump. Et à bien des égards, Trump a été le premier président américain à utiliser des sanctions contre la Russie de manière aussi massive. Trump a décidé de se retirer du traité NF entre les États-Unis et l'Union soviétique, et il n'a montré aucun intérêt particulier à négocier une extension de l'accord New START. Donc, de manière générale, le premier mandat du président Trump au pouvoir n'a pas été une très bonne période pour les relations entre Washington et Moscou. Bien sûr, les optimistes diraient qu'aujourd'hui Trump est différent de ce qu'il était il y a environ 8 ans. Il est plus expérimenté, il est plus engagé, il combat l'État profond soi-disant avec plus de vigueur qu'il ne l'a fait auparavant, et il a une équipe plus forte à la Maison-Blanche qu'il y a 8 ans. Aujourd'hui, les attentes pourraient avoir plus de fondements. Cependant, bien sûr, cela reste à voir, car l'inertie des tendances négatives actuelles dans la relation est définitivement énorme. Et les sentiments internationaux sont élevés à Washington et ici à Moscou, encore une fois, par de nombreux sceptiques. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est une sorte de ruse que les États-Unis vont exploiter à l'avantage de la Russie, d'une manière ou d'une autre. Nous ne pouvons pas faire confiance aux Américains. Nous ne pouvons pas nous fier à ce que dit Trump. Donc il y a beaucoup de sceptiques des deux côtés. Et il reste à voir dans quelle mesure ces premières promesses porteront leurs fruits pour les deux parties et comment ce changement d'approche pourrait mener à des percées, notamment sur la confrontation russo-ukrainienne, mais aussi sur des questions plus générales de l'architecture de sécurité européenne. À ma connaissance, c'est l'objectif principal de la Russie, avoir une véritable architecture de sécurité ou au moins lancer un processus pour en établir une. Est-ce le cas? Absolument. Et si vous suivez le discours venant de Moscou, ils soutiennent toujours que cela ne concerne pas seulement la Russie et l'Ukraine. Il s'agit de questions beaucoup plus larges de l'architecture de sécurité européenne. Aujourd'hui, de nombreuses discussions en Occident se concentrent sur la manière de fournir des garanties de sécurité à Kiev. Mais bien sûr, à Moscou, ils pensent aussi aux garanties de sécurité pour la Russie. C'est pourquoi ils s'opposent si fermement à l'élargissement de l'OTAN,
car ils perçoivent l'élargissement de l'OTAN, surtout si l'OTAN intègre l'Ukraine, comme une sorte de défi existentiel à la sécurité de la Russie. C'est pourquoi, vous savez, ils aimeraient revenir à des mesures de renforcement de la confiance en Europe, impliquant non seulement les nations européennes, mais aussi les États-Unis. C'est pourquoi ils soulignent la nécessité de démilitariser l'Ukraine, car sinon, l'Ukraine pourrait être tentée de reprendre ses actions contre la Russie. Donc, en résumé, il ne s'agit certainement pas seulement de mettre fin à ce conflit. Il s'agit de la sécurité européenne. Et j'oserais même dire, il s'agit de la sécurité mondiale. Car de nos jours, on ne peut vraiment pas distinguer entre la sécurité en Europe et la sécurité dans d'autres parties du monde. I completely agree. Je suis complètement d'accord. L'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés dans les pays occidentaux est bien sûr que les médias présentent une image très déformée du conflit avec la Russie et en général des événements en cours. Et l'une des choses qu'on nous dit actuellement est que les États-Unis, désolé, laissez-moi le formuler ainsi, les personnes qui sont actuellement responsables du processus, du moins aux États-Unis, pour parvenir à un accord avec la Russie, doivent également être très prudentes pour signaler à leur propre peuple dans des termes qu'ils peuvent comprendre. Ainsi, l'un des signaux qu'ils envoient est de dire que ce qui s'est passé à Riyad la semaine dernière était une évaluation de la sincérité de la Russie pour un processus de paix. C'est présenté comme si les eaux devaient être testées pour savoir si la Russie est sérieuse au sujet de la paix. Mais d'un autre côté, ce que nous comprenons clairement de la Russie, du moins je le crois, c'est que non seulement la Russie veut la paix, mais elle veut aussi une structure de sécurité. Maintenant, comment la Russie essaie-t-elle de découvrir, comme vous l'avez dit, à quel point cette nouvelle administration et ce changement d'humeur sont sérieux pour y parvenir? Quelles sont les mesures de confiance qui aideraient la Russie à comprendre que oui, les États-Unis sont vraiment sérieux à ce sujet? Ce n'est pas un piège. Eh bien, je pense que la réunion à Riyad est certainement juste la toute première étape. Quoi que vous fassiez, quoi que vous vouliez accomplir, vous devez commencer par des contacts humains à différents niveaux. L'un des problèmes que nous avons eus avec les États-Unis au cours des dernières années est que la plupart de ces lignes de communication étaient bloquées ou gelées, et nous n'avons pas eu beaucoup de discussions avec nos partenaires américains. C'est, je dirais, quelque chose de typique pour les États-Unis en général, car je pense que dans la culture politique américaine, la communication elle-même est une sorte de récompense que vous pouvez accorder à vos partenaires, et vous pouvez la reprendre si vos partenaires font quelque chose de mal. Donc, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose que les États-Unis peuvent donner ou retirer à leur discrétion. Et je pense que Trump a changé cette approche en s'engageant dans ces négociations, ce qui, à mon avis, est une chose logique à faire. Car il faut savoir ce que pense votre adversaire et quels intérêts votre adversaire aimerait poursuivre. Mais maintenant, je pense que nous sommes de retour à la case départ, pour ainsi dire. Puisque ces contacts sont dans la salle, nous devons maintenant prendre des décisions spécifiques sur un certain nombre de questions où nous ne coïncidons pas entièrement avec les États-Unis. La première étape est évidente. Ils veulent rétablir la situation normale en termes de relations diplomatiques. Ils veulent rétablir les ambassades et les services consulaires, parce qu'en ce moment, notre ambassade à Washington et l'ambassade des États-Unis à Moscou sont comme des forteresses assiégées. Ce n'est pas normal. Je ne peux pas obtenir de visa américain en Russie
parce qu'il n'y a pas de consulat américain opérant dans le pays. Et cela doit changer. Peut-être que nous pourrons rétablir un trafic aérien direct, disons. Encore une fois, ce serait important. C'est un peu plus difficile, mais ce serait aussi un signal que nous avançons dans la bonne direction. Et plus tard, si nous traitons ces questions très basiques, alors viendra le moment d'arrêter de parler des problèmes plus sensibles, plus politiquement controversés, que la Russie et les États-Unis doivent discuter. Et bien sûr, il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine. Bien que l'Ukraine reste un élément très central en ce moment, mais il s'agit de nombreuses autres questions régionales, comme le Moyen-Orient, par exemple, ou la situation en Asie du Nord-Est, ou peut-être des questions de non-prolifération, de stabilité stratégique, et des questions de sécurité énergétique dans le monde, car la Russie et les États-Unis sont tous deux de grands producteurs d'hydrocarbures. Dans une certaine mesure, la relation entre ces deux nations peut avoir un impact très sérieux sur les prix mondiaux du pétrole et du gaz. Il y a de nombreux sujets qui peuvent être discutés. La coopération dans la région arctique en est un autre. Mais bien sûr, cela prendra du temps. Cela demandera des efforts. Il faudra rétablir un certain niveau de confiance, ou au moins un certain niveau de confiance mutuelle. Et ce n'est pas facile après toutes ces années de confrontation et d'absence de contact. Je pense que ce sera une tâche assez difficile. Dans beaucoup de discussions ici et par ici, je veux dire en Occident car je suis situé au Japon, mais encore une fois, cela fait aussi partie de ce collectif. Beaucoup de discussions portent sur une rencontre au plus haut niveau entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Mais si je vous comprends bien, votre recommandation serait en fait de procéder par petites étapes et d'essayer de construire à partir des niveaux de base et non de haut en bas. Est-ce correct? Eh bien oui. Permettez-moi de dire que pour la réunion à Riyad, rien d'autre qu'un échec clair ne serait un succès. Et définitivement, nous avons une histoire de succès à Riyad. Mais si vous pensez à une réunion au sommet, je dirais que rien d'autre qu'un succès clair ne serait un échec. Nous avons eu une réunion au sommet entre Poutine et Trump à l'été 2018 à Helsinki. Peut-être vous souvenez-vous de la réunion. Et encore une fois, les attentes étaient très élevées et la réunion s'est relativement bien déroulée. Je pense qu'il y avait une certaine alchimie entre les deux hommes. Mais ensuite, Trump est retourné à Washington et rien ne s'est passé. Au contraire, la relation a commencé à se détériorer assez rapidement, car il n'y avait pas de véritable résultat, rien de spécifique qui constituerait une base pour un changement positif ultérieur dans la relation. Je pense donc qu'il vaut mieux organiser une réunion plus tard que plus tôt, s'ils ne peuvent pas la préparer assez rapidement, mais il vaut mieux avoir quelque chose de spécifique, quelque chose sur la table qu'ils pourraient discuter et sur lequel ils pourraient s'entendre. Donc, si je devais donner des recommandations à ceux qui préparent cette réunion maintenant, je dirais de s'assurer que cette réunion ne sera pas juste une rencontre formelle entre les deux dirigeants sans substance. Nous devrions penser à de petites étapes progressives, mais très pratiques, qui changeraient la dynamique de la relation. Parce que c'est pas seulement le niveau de coopération, mais la dynamique qui est importante. Nous devons inverser la tendance. Nous devons démontrer, et nous avons déjà touché dans cette relation, et nous y commençons à remonter. Pensez-vous que le succès que la Russie a eu avec sa stratégie et sa politique BRICS, surtout l'année dernière lorsque la Russie présidait les BRICS, avec tous les nombreux accords signés et les divers niveaux de coopération atteints, va aider le processus de rétablissement des liens avec les États-Unis? Y a-t-il une chance que, grâce au réseau BRICS désormais étendu, il y ait un moyen de signaler aux États-Unis que nous sommes très sérieux
quant à l'amélioration de la situation commerciale mondiale pour vous aussi. Est-ce quelque chose qui vous traverse l'esprit ou non? Also, better. Or is that anything that goes through your mind or not? Well, of course, Trump doesn't like. Eh bien sûr, Trump n'aime pas les BRICS. Il a déclaré plus d'une fois que les BRICS ne sont pas une institution amicale, que les BRICS ont des plans anti-américains concernant, disons, le rôle de la monnaie américaine et le système financier international. Et c'est pourquoi les États-Unis ne sont pas vraiment intéressés à voir les BRICS se renforcer ou accueillir de nouveaux membres. Mais je pense que ce qui est important dans cette situation particulière, c'est qu'en transformant le dernier sommet des BRICS en une grande réussite, et je pense que cela ne peut être nié. En effet, la partie russe a été capable de rendre les BRICS plus grands que nature, si vous voulez, avec une déclaration très longue et complète acceptée à Kazan en octobre de l'année dernière. Je pense que cela élève le niveau de la Russie en tant que partenaire potentiel pour les États-Unis. Parce que le processus des BRICS, parmi d'autres développements internationaux, suggère que la Russie ne peut pas être isolée dans le système international, peu importe à quel point l'Occident pourrait essayer de le faire. La Russie fait des progrès significatifs dans ses relations avec les grands pays du Sud global, y compris la Chine, l'Inde, les États du Golfe et certains pays d'Amérique latine. Cela devrait donc motiver les États-Unis à commencer à travailler avec Moscou, car Moscou est un acteur qui sera présent, que les États-Unis l'apprécient ou non. Il vaut donc mieux avoir un dialogue plutôt que de ne pas avoir de dialogue avec le Kremlin. Voilà ce que je pense des BRICS. I see it that way too. Je le vois de la même manière. Les déclarations qui sont sorties de Washington au cours des 4 dernières semaines semblent toutes indiquer que cette administration comprend désormais clairement que, qu'elle le veuille ou non, la Russie et la Chine sont des grandes puissances à part entière et qu'elles ne peuvent pas être traitées de la même manière que d'autres pays pourraient l'être. Simplement isolées, disons, de la manière dont les sanctions peuvent isoler et dans une large mesure dévaster Cuba, par exemple, n'est-ce pas? Cuba et la Russie ne sont en aucun cas comparables en termes de ce que les sanctions peuvent faire à leurs économies locales. Maintenant, étant donné cela, pensez-vous qu'il y a maintenant un nouvel esprit en général sur la façon dont le système mondial fonctionne? Et comment pensez-vous que les Européens, à la fois les Européens continentaux et les Britanniques, comprennent ce changement? Sont-ils dans le déni en ce moment? Ou pensez-vous qu'ils ne voient pas encore réellement ce nouveau monde multipolaire? Eh bien, je pense qu'en effet, le monde change. Bien sûr, vous savez, nous pouvons avoir de nombreux désaccords quant à la rapidité avec laquelle le monde change et quelle est la destination de ces changements. Certains disent que c'est naturel, c'est bien, le système devient plus démocratique, plus diversifié. D'autres soutiennent qu'il y a de plus en plus de chaos et de moins en moins de règles, et que ces évolutions ne sont pas positives, mais plutôt négatives. Mais ces évolutions ont lieu de toute façon. Et je pense que nous sommes tous, que ce soit en Russie, au Japon, aux États-Unis ou en Europe, confus parce que personne n'a les réponses ultimes aux problèmes posés par ces changements. Nous comprenons que ce processus s'accélère et qu'il contient certainement des risques et des défis. Il contient également des opportunités. Mais il est très difficile de faire des prédictions sur ce qui se passera même dans un an, sans parler de 5 ou 10 ans à partir de maintenant. Donc, je pense que nous sommes en désarroi, mais pour les Européens, je pense qu'il est particulièrement difficile de trouver une nouvelle voie dans cet environnement parce qu'ils sont tellement habitués à compter sur les États-Unis. Ils sont tellement habitués à déléguer certaines décisions stratégiques à Washington, D.C.,
et à considérer Washington comme le leader naturel de l'ordre mondial libéral. Et en ce moment, les États-Unis, du moins sous l'administration Trump, montrent qu'ils ne sont pas particulièrement intéressés à maintenir l'ancien système, que les États-Unis se concentreront sur leurs propres intérêts nationaux immédiats. Et bien sûr, cela signifie que les Européens sont maintenant seuls, ou du moins ils pourraient être seuls, et ils ne sont pas prêts pour cela, parce que pendant de nombreuses années, pendant des décennies, ils ont existé dans un environnement très différent. Dans une certaine mesure, cet environnement était très favorable aux Européens, parce qu'ils n'avaient pas à se soucier de ces décisions stratégiques très difficiles que Washington prenait au nom de tout le reste collectif. Donc, je peux imaginer que ce sera une route très chaotique pour les Européens. Jusqu'à présent, ils essayent d'agir comme si rien ne s'était passé. Mais ce n'est pas la manière la plus efficace de faire face à la nouvelle situation. Je pense qu'à un moment donné, ils devront simplement faire face à de nouvelles réalités, et ce sera très douloureux. Si nous supposons simplement que, d'accord, la façon dont le monde fonctionnait ou la façon dont l'ère post-guerre froide fonctionnait avec les États-Unis en son centre et l'Europe, comme vous l'avez dit, déléguant beaucoup de décisions stratégiques à ceux-ci et l'apercevant comme un mariage transatlantique, n'est-ce pas? Et ce mariage est inébranlable. Si nous supposons maintenant que c'est en fait, et que nous ne verrons pas un retour à cela de sitôt, la Russie s'inquiète-t-elle que la réaction des Européens à cela soit de surcompenser pour leur sécurité, de se militariser encore plus, et en un sens, en ne comptant plus sur les États-Unis, en n'ayant plus les États-Unis, comme le dirait John Mearsheimer, comme un équilibriste offshore, devenant en fait plus un radical libre qui pourrait encore une fois orienter toute sa réflexion sécuritaire contre la Russie en tant qu'hôte significatif. Est-ce quelque chose qui préoccupe la communauté de sécurité en Russie en ce moment? Eh bien, je pense qu'il y a des préoccupations concernant ce scénario, parce qu'en effet, on peut soutenir que l'Europe est en crise, qu'il y a de nombreux problèmes en Europe, mais malgré tout, l'Europe reste un acteur géoéconomique très redoutable. Et c'est un grand joueur. Elle a certainement beaucoup de capacités. Et si l'Europe décide d'agir de manière autonome, avec le temps, elle pourrait également devenir un acteur géopolitique redoutable dans ce monde. Elle pourrait augmenter son budget de défense, elle pourrait poursuivre son autonomie stratégique vis-à-vis des États-Unis, et elle pourrait essayer de se concentrer principalement sur la confrontation avec Moscou. Et ce n'est certainement pas ce que la Russie aimerait voir. Il y a également des doutes quant à savoir si l'establishment politique européen a aujourd'hui la volonté politique nécessaire pour relever ce défi. Car jusqu'à présent, nous entendons beaucoup de rhétorique forte venant des capitales européennes. Mais en même temps, il semble que les Européens espèrent encore trouver un moyen de résoudre leurs problèmes avec Washington et de parvenir à un accord qui réunirait l'Occident et maintiendrait essentiellement le statu quo. Nous ne savons pas combien les Européens sont prêts à payer pour leur autonomie stratégique en termes de sang et de trésors, car l'autonomie stratégique est quelque chose qui ne viendra pas sans un prix. Et ce prix pourrait être plus élevé, surtout compte tenu du fait que l'Europe a tant d'autres priorités conflictuelles et d'autres problèmes à prendre en compte. Cela inclut l'avenir du projet européen en général. Il s'agit de questions financières. Il s'agit de la migration. Il s'agit du rôle des mécanismes transnationaux de gouvernance. Il y a de nombreux enjeux. Et si vous comparez l'Europe d'aujourd'hui avec l'Europe d'il y a 20 ans, bien sûr, l'optimisme européen que nous observions autrefois
n'est plus là. Donc, nous ne savons pas. Nous ne savons pas si l'Europe est prête, si l'Europe est disposée, si l'Europe est capable de se battre pour son autonomie stratégique. Et certainement, nous connaîtrons la réponse à ces questions, peut-être seulement dans quelques années, n'est-ce pas? Certainement. Vous avez tout à fait raison à ce sujet. Je veux dire, ce que nous faisons ici, c'est beaucoup de conjectures. Mais je pense que les conjectures sont importantes en ce moment parce que la certitude a disparu. Comment vous, et comment la Russie en général, voyez-vous l'Union européenne à ce stade? L'Union elle-même est-elle quelque chose en tant que projet que, disons, le Kremlin considérerait toujours comme une chose globalement positive à avoir? Ou s'il y avait un bouton au Kremlin disant « dissoudre maintenant », le Kremlin appuierait-il dessus? Eh bien, vous savez, je ne pense pas qu'il y ait un consensus total en Russie sur l'Union européenne. Il y a des gens qui sont encore enthousiastes à propos de l'Union européenne, du projet européen en tant qu'idée ayant une valeur universelle plus large et qui réapparaîtrait au moins à un moment donné dans le futur. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de sceptiques. Il y a beaucoup de gens qui croient que l'Union européenne en tant que projet n'est plus pertinente pour le système international, que l'Europe est en déclin et que ce déclin à long terme est irréversible, que la population vieillit et que technologiquement, l'Europe perd la compétition face à l'Amérique du Nord et à l'Asie de l'Est. Il y a beaucoup de critiques de l'Europe. Et bien sûr, en ce moment, il y a beaucoup d'émotions dans ce discours des deux côtés. Je pense que ceux qui avaient de grands espoirs que la Russie rejoigne l'Europe aujourd'hui sont tellement déçus qu'ils ont tendance à tout blâmer sur l'Europe, sur l'hypocrisie européenne présumée et sur les soi-disant sentiments anti-russes génétiques présents en Europe. Et d'un autre côté, vous allez en Europe et vous savez mieux que moi que les sentiments anti-russes sont encore très présents dans chaque capitale européenne. Donc je pense que c'est comme un mariage malheureux. Ce n'est pas que nous nous soyons simplement fréquentés, mais c'était un mariage à bien des égards, avec une interaction profonde à divers niveaux. L'interaction n'a malheureusement pas produit les résultats que nous espérions. Et c'est pourquoi je pense que le contexte émotionnel de ce conflit ne doit pas être sous-estimé. Je le vois de la même manière. Une question qui me reste à l'esprit est qu'est-il arrivé à cela? Ou comment cette réaction très forte de l'Europe à la guerre en Ukraine va-t-elle affecter les relations futures? Je veux dire, si nous prenons les pays nordiques, juste un instant, parce qu'il y a aussi cet aspect très important de la sécurité. Au lieu d'avoir une Finlande et une Suède nominalement neutres, nous avons maintenant une Finlande membre de l'OTAN et une Suède membre de l'OTAN. Et encore plus, nous avons maintenant 15 et 17 bases militaires américaines dans ces deux pays. Et nous voyons la militarisation, une militarisation très forte de l'ensemble des pays nordiques, y compris la Norvège. Ils sont maintenant prêts à coopérer avec l'armée américaine, à des niveaux jamais vus auparavant. Cela change-t-il également, modifie-t-il le calcul de sécurité de la Russie? Et comment percevez-vous cette réaction, ce genre de réaction très forte, encore plus forte, comme se jeter dans les bras de Washington que nous avons observé, non seulement de la part des Nordiques, mais aussi d'autres États européens? Eh bien, vous savez, je suis d'accord pour dire que c'était un changement très dramatique et à mon avis même imprévisible, surtout en Finlande, après tant d'années de très bonnes relations avec Moscou et beaucoup de communication à divers niveaux. Une fin aussi abrupte de la relation était à mon avis assez surprenante. Et vous avez raison, vous savez, la Finlande et la Suède
sont prêtes à se jeter dans les bras de Washington. La question est de savoir si Washington est prêt à les accueillir. Et pour l'instant, nous ne pouvons pas le prendre pour acquis. Mais spécifiquement, je pense que si nous parlons du Nord, il y a un changement très rapide dans l'environnement dans 3 sous-régions, y compris la frontière russo-finlandaise, qui est une longue frontière, la mer Baltique, qui devient en quelque sorte un lac de l'OTAN, et le Grand Nord. Et la Russie devra garder à l'esprit les changements géostratégiques dans les 3 sous-régions et devra agir en conséquence. Je pense que cela impliquerait une forte présence militaire dans des endroits comme Kaliningrad et dans le nord de la Russie. Cela pourrait entraîner une course aux armements. Je ne suis pas très optimiste quant à l'évolution. J'espère que nous pourrons contenir cette compétition dans une certaine mesure. Mais les changements dans le nord de l'Europe sont évidents, et ces changements sont susceptibles de compliquer les défis de sécurité pour la Fédération de Russie à l'avenir, peut-être pour très longtemps. Et la nouvelle structure des partenaires de sécurité de la Russie, à l'Ouest, on les décrit souvent comme des alliés, mais je pense vraiment que c'est une mauvaise façon de le formuler. Avec la Corée du Nord et l'Iran, avec lesquels il existe désormais des accords de sécurité en place, comment cela s'inscrit-il dans la stratégie de la Russie de construire la stabilité à sa périphérie? Et est-ce quelque chose que nous pourrions voir davantage, plus d'accords de sécurité bilatéraux que la Russie essaiera de conclure? Eh bien, je pense que c'est probablement un signe de la direction que la Russie est susceptible de prendre, au moins dans les prochaines années. Elle s'appuiera principalement sur des accords bilatéraux avec certains voisins. Et je ne pense pas que ces accords seront standards. Si vous comparez, disons, la Corée du Nord et l'Iran, vous verrez qu'il y a des différences très sérieuses dans ces 2 relations. Si vous prenez d'autres pays comme la Chine, vous verrez que les différences sont encore plus significatives. Ce sera donc une sorte d'accord personnalisé, reflétant des défis stratégiques spécifiques et des opportunités dans diverses parties du monde. Et dans chaque cas, la Russie essaiera de calibrer l'ampleur de ses engagements et le libellé particulier des accords pour éviter de prendre des responsabilités excessives pour les problèmes de sécurité dans des zones qui ne font pas partie de sa périphérie immédiate. C'est ainsi que je vois la situation évoluer. D'accord. Et peut-être que puisque nous parlons presque le jour du 3e anniversaire de l'opération militaire spéciale, aujourd'hui, c'est le 25 février, vous avez mentionné qu'en Russie, il y a encore beaucoup de désaccords sur la façon de voir la situation et la voie à suivre. Mais quels seraient, selon vous, les enseignements communément acceptés des 3 dernières années de guerre avec l'Ukraine, sur lesquels la Russie peut s'accorder unanimement? Eh bien, bien sûr, il y a des leçons importantes. Non seulement des leçons politiques, mais aussi des leçons militaires. Nous avons beaucoup appris sur la guerre moderne, je pense, des 2 côtés. Par exemple, il y a 3 ans, personne n'aurait pensé que les drones joueraient un rôle aussi important, ou que vous pourriez revenir à certaines de vos armes très basiques, au lieu de compter sur un nombre limité de systèmes très sophistiqués et techniquement avancés. Je suis sûr que tout le monde dans le monde, pas seulement en Russie, mais dans tous les états-majors, analyse les résultats de ces combats pour comprendre comment la guerre moderne de haute intensité au XXIe siècle devrait ou ne devrait pas être menée. Donc, en ce sens, il y a certainement de nombreuses leçons à tirer et de nombreuses conclusions à tirer.
Il y a aussi des leçons sur la rapidité avec laquelle vous pouvez changer le système de vos priorités en matière de politique étrangère. Quel type d'obstacles et d'opportunités vous pourriez voir dans le Sud global? Quelles sont les limitations là-bas? L'importance des sanctions économiques, y compris les sanctions secondaires, et comment vous y faites face? Jusqu'où vous pouvez aller avec la substitution des importations? Ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire, au moins dans quelques années. Certainement, vous savez, ce conflit a beaucoup changé, et le pays sera très différent lorsque le conflit se terminera par rapport à ce qu'il était lorsque le conflit a commencé. Et je pense que c'est vrai pour tous les participants directs ou indirects à ce conflit. Peut-être une dernière question, également directement liée au nom de cette chaîne. Selon mes études, je trouve de nombreuses périodes dans l'histoire où la Russie a compris et utilisé la valeur des espaces neutres, que ce soit dans le sens juridique de la neutralisation. La Suisse est neutre parce que la Russie l'a aidée en 1815. L'Autriche est neutre parce que la Russie l'a acceptée. La neutralité était quelque chose que la Russie voulait pour l'Ukraine, et dans une bonne mesure, exige encore. Est-ce quelque chose qui va continuer, ou est-ce que cela a fait son temps? Cette idée d'État tampon et de zone tampon neutre est-elle encore quelque chose d'important pour la Russie aujourd'hui ou non? Eh bien, je pense que cela reste important, mais je dirais même plus. Je pense que nous évoluons vers une compréhension très différente des alliances. D'une certaine manière, je dirais que l'OTAN est une alliance du XXe siècle. Elle est très robuste, elle est très hiérarchique, elle est très rigide en termes de processus décisionnel. Elle a de nombreuses couches de bureaucratie. Mais je pense qu'étant donné l'environnement international en évolution rapide, nous entrons dans une période où les nations sont plus susceptibles de s'appuyer sur des alliances situationnelles ad hoc. Les nations changeront de camp si elles estiment qu'un arrangement particulier ne correspond plus à leurs intérêts. La flexibilité deviendra beaucoup plus importante. Cette frontière entre la neutralité et l'adhésion à des alliances ne comptera probablement pas autant qu'elle l'a fait dans la seconde moitié du XXe siècle. Nous verrons donc probablement de nombreux arrangements latéraux autour de problèmes spécifiques. Ce sera un tableau très différent dans les années à venir, et peut-être que toute cette question de la neutralité n'aura plus autant d'importance qu'elle en avait au XXe siècle. Désolé, j'ai dit que c'était la dernière question, mais une toute dernière. Pensez-vous qu'il y a un argument en faveur d'une coopération accrue pour élaborer le droit international ou créer de nouvelles normes autour desquelles ce nouvel ordre ou ces nouveaux minilatéralismes sont construits, afin d'arriver à une compréhension commune de ce que l'on peut attendre les uns des autres? Eh bien, je pense que nous n'avons pas d'alternative. Si nous voulons survivre, nous devrons travailler ensemble, même si parfois nous ne nous aimons pas, ou si nous ne pouvons pas nous comprendre pleinement, nous devrons travailler ensemble. Mais permettez-moi de dire qu'au début de notre conversation, vous avez cité mon article qui s'appelait « Grand Bargain ». Dans un souci de transparence totale, je dois dire que je ne crois pas aux grands accords. Maintenant, je pense qu'un nouvel ordre mondial est susceptible d'émerger de la base plutôt que du sommet. Cela commencera par de petits accords, peut-être techniques, peut-être situationnels, peut-être progressifs sur des questions sur lesquelles nous pouvons nous mettre d'accord. Et puis cela pourrait progressivement évoluer vers quelque chose de plus substantiel, quelque chose de plus stratégique, quelque chose de plus durable. Ce sera un long chemin, et je ne m'attends pas à des percées. Mais nous devons commencer quelque part.
Et je pense que nous devrions commencer par des questions relativement stériles, relativement non controversées. Ensuite, nous pourrons progressivement construire autour de ces questions quelque chose de plus ambitieux et de plus durable. Ce serait mon point de vue. Les plus petits dénominateurs communs, cela aurait beaucoup de sens. Dr Kortunov, merci beaucoup. Pour les personnes qui regardent cela et aimeraient lire plus de vos écrits, y a-t-il un endroit où vous publiez régulièrement vos articles? Eh bien, essentiellement, le site du Conseil des affaires internationales de Russie est l'endroit où je publie la plupart de mes modestes contributions au Forum politique international. Tout le monde, si vous voulez lire les contributions très importantes du Dr Kortunov, rendez-vous sur le lien que je posterai dans la description du Conseil des affaires internationales de Russie. Dr Andrei Kortunov, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Thank you very much for your time today. Merci. Thank you.